coup, je vais me retirer. Je vais laisser la place à Philippe Chazot, qui va vous présenter sa conférence sur la gestion de projet et les 4 méthodes. Euh, Petite question, laquelle choisir? Philippe, je te laisse la parole et je Merci reste. beaucoup. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis donc Philippe Chazot. Je suis le garant de l'approche projet, des méthodes projet, des outils projet pour le groupe Michelin. Donc, voilà, je suis un chef de projet depuis toujours. J'ai commencé chez Saint-Gobain. J'ai travaillé, j'ai fait du projet en milieu hospitalier et puis depuis plus de 30 ans, je fais du projet chez Michelin, principalement dans le monde de l'IT et le monde des achats. Et puis depuis 2023, j'ai cette position transverse de garant. Alors un garant, ça consiste en quoi? J'ai une mission en 4 volets. Euh, Développer la professionnalisation des chefs de projet. On a pas mal parlé du PMP sur les séances précédentes, c'est très intéressant. Et je suis en train de relancer un gros programme de certification PMP dans l'entreprise. Donc prendre soin de nos chefs de projet et prendre soin de la santé du métier de chef de projet. Le deuxième volet, c'est faire évoluer nos référentiels, nos pratiques, les adapter au contexte qu'on vit. Et donc, on va parler justement des méthodes dans ce contexte-là. Mon troisième volet, c'est l'animation communautaire de nos chefs de projet. Et puis enfin, le dernier pilier, c'est la garantie, développer la garantie autour des projets pour augmenter le taux de succès. Alors, un merci, bien sûr, à nos différents sponsors que vous avez à l'écran. Et puis, je vais en profiter pour vous rappeler un petit peu les enjeux de la gestion de projet chez Michelin. Peut-être que certains d'entre vous sont allés sur le stand. Alors, il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est que aujourd'hui, pour atteindre nos ambitions stratégiques au groupe Michelin, on investit 3 milliards d'euros par an. Alors, c'est grosso modo 2,3 milliards en CAPEX, c'est-à-dire de l'immobilisation amortissable, et puis aux alentours de 700 millions en dépenses. Mais devinez quoi? Ces 3 milliards, ils sont réalisés exclusivement en mode projet. Et pour ça, on a à peu près 1000 chefs de projet qui ont un emploi officiel à temps plein. À ces 1000 personnes s'ajoutent 1000 autres personnes qui sont chefs de projet affiliés. Donc, un chef de projet affilié, c'est un ingénieur processus, c'est un technicien, c'est un manager qui, dans le cadre de sa mission, on lui a confié un projet. Donc, voilà. Donc, on en a 1000 de plus. Et enfin, j'ajoute aussi 1000 réservistes, des gens comme moi, qui ont fait du projet dans le passé et on espère qu'ils reviendront faire du projet pour faire bénéficier de leur expérience à l'entreprise. Donc, grosso modo, 3000 personnes pour 3 milliards, 3 milliards d'investissements. Nos chefs de projet sont 60% en Europe, 20% sur le continent américain et 20% en Asie. Donc, on doit tenir compte aussi de cette dimension internationale et interculturelle. Voilà, je vous disais que mon deuxième pilier de ma mission, c'est développer nos référentiels. Et pour ça, on a la chance dans l'entreprise d'avoir 4 méthodes projet que vous voyez à votre écran, euh, mais qui sont malheureusement inégalement employées et inégalement connues. Ça, c'est un peu le constat que j'ai fait en prenant mon poste début 2023. Par exemple, à l'industrie, dans le monde du manufacturing, on est quasiment 100% waterfall. On construit des usines, on construit des machines et on est plutôt dans des modes prédictifs. On fait des plans, on exécute des plans et on suit des plans. Et finalement, on fait assez peu de méthode directe, qui est une méthode assez intéressante parce que c'est une méthode qui permet de faire un copier-coller sur quelque chose qui a bien marché. Donc, j'ai construit une machine, je l'ai déployée avec succès dans une première usine. J'ai 70 usines à faire. Et bien plutôt que de ressortir la grosse artillerie avec plein de jalons, et bien je peux peut-être prendre une méthode qui va raccourcir les délais et la partie de gouvernance. Dans le monde de la recherche et du développement, on sera aussi pas mal en waterfall. On a aussi de l'agile. De l'agile parce qu'on a des composants de système assez nombreuses. De l'agile parce que de plus en plus, on s'aperçoit que dans les phases de test des pneumatiques,
qu'on faisait historiquement sur des machines et ensuite sur des pistes, des pistes d'essai, voire même ensuite dans le grand public, eh ben, on peut remplacer de plus en plus certaines de ces phases de test par des tests virtuels, des tests digitaux. Et donc là, l'agile a tout son sens lorsqu'on veut faire un projet d'une nouvelle gamme qui doit intégrer ces tests. De la même manière, on a quelques programmes importants dans le monde de la RDI qui ont déployé l'agilité à l'échelle avec des frameworks de type Scrum. Et enfin, en R&D, on fait, et ça c'est une grande force de Michelin, on fait beaucoup d'innovation, et là on a une méthode, alors qui est notée comme étant expédition, c'est plutôt exploration, son vrai terme, une méthode assez spécifique à Michelin, qui a été construite avec un partenaire en 2015, donc il y a presque 10 ans déjà, et qui était une méthode vraiment dédiée à l'exploration. Je vais revenir dans un moment sur ces différentes méthodes. Donc je vous parlais de l'industrie, je vous parlais de la RDI, je finirai avec le monde du tertiaire. Alors je vais dissocier l'IT, où ils sont 100% en agile. Donc les projets IT sont réalisés en mode agile depuis à peu près 2010. Il y a eu une vraie transition qui a été faite. Et puis on a les autres projets du tertiaire, où on va retrouver les projets achat, finance, personnel, order to cash, supply chain, etc. Où là on a plutôt encore un guidage de type waterfall. Et comme ce sont des projets qui ont très souvent des très fortes composantes IT, eh bien, ils font aussi pas mal d'agile. Donc, on a un mélange waterfall-agile. Comme je vous le disais, ces méthodes ne sont pas très connues. Et parfois, utiliser une méthode parce qu'on en connaît une, si cette méthode n'est pas vraiment appropriée au contexte, ça peut amener à des déconvenues. Donc, je vous citais l'exemple du projet qu'on a réussi avec succès, qu'on veut dupliquer, où on va ressortir du waterfall alors qu'on pourrait le faire en direct, c'est peut-être dommage. On a le cas de projet qu'on va faire en agile et pour lesquels, en fait, on va se rendre compte que les différents MVP, les produits qui amènent la valeur, ces produits successifs, en fait, on les met en prod qu'au bout de 12 ou 18 mois. Donc, est-ce que ça va vraiment le coup de se mettre en mode agile? Ou enfin, et c'est souvent un cas maintenant, malheureusement, que j'ai rencontré, on fait des projets waterfall, on se lance à planifier un projet parce que c'est la méthode qu'on connaît, alors qu'on n'a absolument pas de connaissances sur le domaine. On ne sait pas réellement ce qu'on veut faire et on ne sait pas comment le faire. Donc là, clairement, construire un plan dès le démarrage est quand même assez risqué. Alors ce slide, comme je vous le disais, il a quasiment 10 ans. Il portait déjà la genèse de ce qu'on veut faire dans les mois qui viennent, à savoir apprendre à nos chefs de projet à redécouvrir ces méthodes et apprendre à les mixer, à les combiner au sein d'un même projet. Donc c'est la petite phrase qui est soulignée sur laquelle donc on travaille. Donc maintenant, on va redécouvrir un petit peu les méthodes. Ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est que je vais vous montrer quelques intitulés de projets, des projets réels chez Michelin, et essayer de mettre dans la conversation la méthode que vous auriez employée sur ce type de projet. Donc là, vous avez un projet qui s'appelle Menta, qui consiste à concevoir les pneumatiques de la nouvelle génération pour 2030. Voilà, il y a des problématiques d'une solution de conductivité électrique, respecter des normes de résistivité, tout ça est assez technique. Par contre, les premiers échanges avec des experts vous conduisent à envisager de nombreuses pistes de solutions de conductivité, de complexité. Ces pistes ont des maturités variables, de nombreuses incertitudes sur leur faisabilité, et vous avez l'impression d'avoir identifié que la partie émergée de l'iceberg. Donc, qu'est-ce que vous allez prendre comme méthode ? Alors voilà, j'ai l'agile qui revient, expédition, exploratoire, agile, exploration. Alors effectivement, on est plutôt dans un monde de l'exploration, parce que là, on n'a visiblement pas les connaissances, on a vraiment un défaut de maturité, et on n'est même pas encore en train de réfléchir à construire quelque chose. Donc on sait, comme le disait Jean-Luc Favreau, dans son intervention au démarrage, l'agilité n'est pas toujours la bonne réponse. En tout cas, ce n'est pas forcément une bonne réponse pour conduire un projet, c'est parfois une bonne réponse
pour construire un produit. Et là, on n'est même pas encore en train de parler de produit. Donc, on serait plutôt sur de l'exploration. Et je rebondis à nouveau sur l'intervention de Jean-Luc. Il parlait d'exploration et il parlait d'outils d'exploration comme le design thinking ou le lean startup. C'est exactement ce qu'on veut aussi promouvoir chez Michelin. C'est que nos chefs de projet aient en tête cette méthode d'exploration qui a un framework, qui a des rôles, qui a un cadencement, un process et des outils. Et qu'en plus, en fonction de la nature de leur exploration, ils puissent, si par exemple ils ont besoin à un moment donné d'être très user-centrique, et bien faire du design thinking. Si dans leur exploration, ils s'aperçoivent que c'est peut-être un nouveau business model qu'on veut mettre en œuvre, eh bien qu'ils aillent faire du lean startup. Donc on arrive dans les phases très amont d'un projet à marier ces différents outils. Donc bravo à tous ceux qui ont répondu, expédition, c'était bien la bonne réponse ici. Je vous en montre un deuxième. Pardon, je suis allé un peu vite. Là, vous êtes chef de projet aux États-Unis dans l'usine de Lexington. Il y a des besoins supplémentaires. Une étude de marché approfondie a déjà été validée par un comité de direction et on vous fait la description du projet avec un enjeu d'augmenter la part de marché de 1 point et donc il faut augmenter la capacité de production de plus de 5000 pneus. OK ? Il n'y a aucune nouveauté produit, aucune nouveauté sur le procédé. Il y aura certes des études complémentaires pour intégrer les bonnes pratiques du site sur d'autres sites, mais on a quand même des éléments assez chiffrés. À votre avis, quelle méthode on peut employer dans un cas de figure comme ça, qui est un cas de figure très industrie? Bon, je vois les réponses. Alors, waterfall ou direct, c'est un bon point. Là, on n'est pas encore dans un mode direct parce qu'il y a quand même des études complémentaires à faire. Il va probablement falloir adapter. Il y aura peut-être des spécificités sur les sites qu'il faudra prendre en compte, mais on est quand même en terrain plutôt connu. Donc, on est vraiment là, typiquement, sur un waterfall. Troisième exemple. Encore un cas réel, une filiale du groupe Michelin, Wattea, qui met à disposition un abonnement pour des flottes électriques. Donc, c'est une équipe de 50 personnes qui construit, qui déploie tous les 15 jours des nouvelles fonctionnalités, autant pour les clients que pour les équipes commerciales. Et donc là, vous êtes responsable du produit, vous avez dressé et partagé une feuille de route pour les 3 prochains mois. Comment vous allez conduire ça? Alors, je regarde dans les commentaires. Voilà, on est typiquement dans un mode plutôt agile. On a une équipe d'ailleurs là qui s'est organisée en mode produit. Et donc, on est typiquement dans un scrum à faire vivre. Donc, bravo, on était bien en agile. Et le dernier, là, vous êtes un chef de projet au centre de technologie à la Doue. Votre sponsor va vous souhaiter vous confier un projet. Le projet, c'est acheter 4 nouvelles machines supplémentaires, le modèle que l'on a déjà acheté et installé il y a quelques mois, à 80 000 € la machine. Et il y a un espace et il faut déployer ça dans les usines. Voilà, donc typiquement, on est dans du direct. Très bien, ok, parfait. Donc vous avez compris le principe. Finalement, quelques mots-clés pour aider nos chefs de projet à choisir ces différentes méthodes. Donc, vous retrouvez dans l'exploration, on est quand même dans un domaine où finalement, on a encore la part belle à l'intuition. On veut faire un vrai décalage par rapport à ce qu'on sait faire dans l'entreprise. On n'a pas la connaissance. Pour moi, c'est un point très important. On n'a pas la connaissance, c'est pas dire on ne sait pas où trouver la connaissance chez Michelin. Là, on doit faire l'effort de toute façon, quelle que soit la méthode, pour aller chercher la connaissance. C'est qu'on est sûr et certain et on a cherché et on n'a pas la connaissance au sein de l'entreprise. Donc, il va falloir aller la chercher, la connaissance, l'acquérir à l'extérieur, donc bien sûr au niveau du marché, mais peut-être faire appel à des experts qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher. C'est du jamais vu, on est dans un contexte inhabituel. L'agile, je vous fais court, vous connaissez ça, on est plutôt dans un boucle courte, on construit par incrément, on priorise, on développe avec un client, on a des équipes responsabilisées. Le waterfall, on est plutôt sur une solution, on a une idée assez préconçue, on sait qu'on a des scénarios à faire choisir, mais on est capable d'élaborer ces scénarios. On est plutôt dans un mode d'adaptation que réellement un mode de découverte.
On doit étudier avant d'agir. Et puis, la conduite du changement, et Jean-Luc rappelait que c'était en tout début du projet, je suis 100% aligné avec ça, ça se prévoit, ça se prépare dès le démarrage du projet. Et en tout cas, il va falloir le piloter. Et le mode direct, eh bien, c'est plutôt du copier-coller. On l'a déjà fait. C'est un contexte similaire. On veut aller vite. D'ailleurs, on n'aura que 2 jalons, début et fin. On va être plutôt dans l'action plutôt que dans la réflexion. Donc voilà un premier élément détrompeur. Un deuxième qu'on a trouvé intéressant dans notre équipe, c'est la fameuse matrice de Stacey, qui existe depuis pas mal de temps sur le marché, que nous, on a essayé d'adapter à nos méthodologies. Donc finalement, il y a 2 axes. Vous avez l'axe des ordonnées sur lequel on va avoir le niveau d'incertitude sur le quoi, ou le niveau d'entente sur le quoi. Donc, tout en bas, vous avez des certitudes, vous savez ce qu'il y a à faire. Tout en haut, eh ben, on n'en sait fichtrement rien. Ni le chef de projet, ni même le sponsor, la vision est loin d'être claire. Et puis l'axe des abscisses, c'est le comment, la faisabilité. Donc pareil, tout à gauche, on sait absolument comment le faire, et à droite, on est en terrain connu. Donc si vous savez comment le faire et quoi faire, de manière non ambiguë, peut-être que la méthode directe est appropriée. Et puis plus vous allez aller vers la droite et vers le haut, plus vous allez aller vers la méthode exploratoire. Donc on passera d'un mode compliqué, donc je rappelle, le mode compliqué, c'est qu'on a des connexions qui sont reconnaissables avec des connaissances expertes, donc on sait maîtriser le sujet, même s'il y a beaucoup de connexions. Un mode complexe, on a un nombre de variables qui est trop élevé pour pouvoir reconnaître toutes les corrélations. Et puis, le chaos, c'est qu'on n'a aucune connexion. On ne sait même pas les reconnaître, les connexions, donc on est vraiment en mode découverte. Donc, cette matrice de Stacey, on voudrait de plus en plus que nos chefs de projet l'utilisent, ouvrent leur chakra au démarrage de leur projet pour positionner leur projet tout au démarrage. Est-ce que je suis plutôt en mode chaos ou en mode compliqué ou complexe ou simple? Et ensuite, c'est un travail qui doit être récurrent parce qu'on va leur demander, enfin, ils doivent eux-mêmes se poser la question de la méthode. Est-ce que c'est la même méthode qu'on va utiliser tout au long du projet ou est-ce que on va d'une part utiliser plusieurs méthodes parce qu'on va avoir des sous-composants ou le temps va faire qu'on va peut-être éclairer progressivement les chemins et on va pouvoir passer du chaos au complexe et au compliqué progressivement et changer de méthode. Alors pour ça, pareil, une pratique, et ce n'est pas une pratique Michelin, c'est une pratique qu'on a trouvée sur le marché dans les formations autour de la gestion de projets hybrides. Une bonne pratique consiste à commencer à décomposer son projet. Donc, soit à travers une WBS, Work Background Structure, soit à travers une décomposition, une nomenclature du produit, de la solution ou du service qu'on veut construire. Donc là, une PBS. Et là, dans cet exemple, vous voyez qu'on a mis en évidence 3 grands lots, 3 sous-projets, un purement administratif où on sent que le waterfall va bien le faire, un autre autour des logiciels où on va plutôt se mettre en mode agile, et puis un autre où on va être plutôt sur des adaptations techniques, probablement industrielles, faisant intervenir des corps de métier, du bâtiment, etc. Donc le waterfall semble bien adapté. Voilà, extrêmement simple, mais posons-nous les questions plutôt assez rapidement au démarrage. Et d'ailleurs, je reviens sur le terme hybride qu'on a décidé de ne pas retenir chez Michelin, parce qu'en se confrontant à des chefs de projet, quand on leur a dit qu'on allait travailler sur le mode hybride projet, ils nous ont dit « Ah, une 5e méthode ». Et c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment garder nos 4 méthodes, donc les 2 classiques et nos 2 pépites directes et exploration, et faire en sorte que les chefs de projet apprennent à les combiner, à les marier entre elles. Et ça, on emploie plutôt le terme de multiméthode. Alors, je vois qu'il y a pas mal de discussions. Je reviendrai peut-être à la fin pour essayer de répondre à vos discussions et aux questions.
Voilà, alors toujours pour aider nos chefs de projet, à travers cette matrice de Stacy et cette idée de représenter une WBS avec son équipe et ensuite d'en déduire là où les méthodes, on a essayé d'apporter des modèles de projet, ce qu'on appelait des stéréotypes, qu'on retrouvait dans le cadre de l'entreprise. Donc c'est work in progress. On a identifié 6 modèles que je vais vous commenter. Le premier modèle, c'est le cas de l'usine de Lexington. On veut étendre les capacités de production et puis dupliquer ça sur les différents sites. Donc, ce ne sera pas une surprise que je vais vous montrer Waterfall. Mais avant de démarrer le choix de la méthode, on va parler quand même un petit peu de gouvernance de projet, de cycle décisionnel. Aujourd'hui, il y a pas mal de confusion au sein de l'entreprise sur méthode versus gouvernance et cycle décisionnel. Et on se dit, bah tiens, la méthode, elle embarque dans ses étapes des jalonnements, et ces jalonnements, il faut absolument les mettre en évidence du comité de pilotage. Alors, il y a des jalons agiles, il y a des jalons waterfall, il y a des jalons directs, et il y en a même en exploration. Donc, nous, on dit, attention, et on a essayé un petit peu de légiférer sur ce qu'il était indispensable d'avoir, quel que soit le projet, quelle que soit la méthode. Et on arrive au fait qu'on pense qu'il faut qu'il y ait 3 jalons à minima dans un projet, obligatoire. Le jalon d'opportunité, le jalon de clôture du projet et le jalon de vérification des enjeux. Alors avant d'en parler, vous voyez, il y a un petit soleil jaune tout à gauche, le petit plop, c'est l'émergence de l'idée qui vient d'un sponsor qui a une ambition et qui se dit, tiens, j'aimerais faire un projet, voilà, j'ai une ambition et je veux faire un projet autour de ça. Ça peut être quelqu'un qui a une idée géniale, un employé, et qui va aller chercher un sponsor. Donc là, on va être dans une phase un peu de pré-opportunité. Ok, le sujet a peut-être été inscrit dans un portefeuille, mais néanmoins, il faut quelques semaines pour pouvoir se dire oui ou non, on va en faire un projet et on va démarrer quelque chose. Cette pré-opportunité, on ne veut pas imposer une méthode à nos chefs de projet. Généralement, comment ça se fait? C'est des réunions, c'est chacun prend son bâton de pèlerin, va rencontrer les différentes parties prenantes de l'entreprise pour vérifier si l'idée, elle est souhaitable, si elle a une valeur et si cette ambition, elle a réellement une valeur. Par contre, elle se finira par un jalon d'opportunité qui, lui, est assez cadré, avec des checklists, des passages obligés. On va vérifier qu'on va avoir les ressources pour aller plus loin, que les gens sont formés, y compris le sponsor, que les risques, le minimum des risques stratégiques au niveau de l'entreprise ont été identifiés, etc., etc., etc. Donc, on a ce jalon opportunité. Il y aura le jalon, une fois que le projet sera fini, de clôture, où là, on va finalement dissoudre l'équipe, et puis le jalon de vérification des enjeux. Alors, pardonnez-moi si j'enfonce des portes ouvertes, mais j'aime bien le répéter, et les chefs de projet, finalement, nous savent gré de leur répéter ça régulièrement, mais le chef de projet est responsable de l'opportunité jusqu'à la clôture. Ok, ça, c'est les objectifs du projet. Donc, je dois construire une usine, je dois étendre les capacités de l'usine. C'est moi, chef de projet, qui prend le projet, qui, sur le comment, le mène à terme. Et il y a des indicateurs d'objectifs qui seront vérifiés. L'usine est prête dans les temps et les pneus commencent à sortir. Et puis après, il y a l'ambition que le sponsor avait formulée, qui était les 10% de parts de marché supplémentaires. Là, il l'a exprimé au niveau du PLOP, ça a été confirmé au niveau de l'opportunité. Il a défini des indicateurs d'enjeu, comment mesurer le fait qu'on va atteindre cette part de marché. Et ça, c'est de la responsabilité du sponsor. Et ça va se vérifier au plus tôt à la clôture du projet, au plus tard 12 à 18 mois après. C'est le temps qu'on se donne. Par contre, si on veut dire qu'un projet est réussi, c'est pas uniquement le projet a atteint ses objectifs, c'est qu'il a atteint ses enjeux. Donc, il y a un point important. On enfonce le clou, et pardonnez-moi de l'enfoncer à nouveau et de me répéter là-dessus. C'est majeur d'aller vérifier que nos investissements produisent bien les effets escomptés, et pas uniquement que nos projets réussissent. Bon, maintenant, si je déroule, la méthode que là, j'aurais choisie en tant que chef de projet au début sera plutôt du waterfall. La méthode waterfall embarque un certain nombre de jalons. Un jalon 1 qui est la vérification de la faisabilité, un jalon 2
qui est lorsqu'on a fait un choix de scénario 1, on va le creuser, on va faire des études détaillées, et puis après le jalon 2, on déroule et on réalise le projet. Les jalons 1 et jalon 2, la méthode Waterfall représentant 80% de nos investissements, on les garde et on les rend obligatoires, et ce sont bien des jalons qu'on porte au niveau gouvernance du projet. Après, tout au long du projet, à tout moment, bien sûr, on réunit le comité de pilotage au besoin, si, et c'est le fondement derrière ça, s'il y a un quelconque changement autour de la désidérabilité, de la faisabilité ou de la viabilité en marche courante de la solution du service qu'on construit, on doit réunir le comité de pilotage et faire prendre des décisions. Une fois qu'un tel projet est fait, pourquoi ne pas le déployer en direct? On l'a fait, on a fait une première usine avec succès, donc on va se lancer à déployer avec la méthode directe sur chacune des autres usines avec 2 jalons, un jalon de démarrage et un jalon de fin. Donc voilà un premier stéréotype. Je vous en montre un deuxième. Là aussi, un grand classique de l'industrie. On construit une machine qui embarque des systèmes intégrés. On va faire plutôt un projet waterfall. On va travailler avec des sous-projets qui, eux, seront menés en agile, qui auront peut-être leur propre jalonnement, start learning et learned, qui ne sont pas pour autant à remonter systématiquement à un comité de pilotage. Par contre, il peut y avoir des points importants dans le cadre d'un projet agile où par exemple, au niveau de l'apprentissage du learn, on a une déconvenue, il faut peut-être le faire remonter un moment au comité de pilotage. Là, on insiste sur le fait que ces composants agiles doivent être synchronisés, doivent se synchroniser avec la composante qui est menée en mode waterfall. Un troisième, je continue dans les stéréotypes. Alors celui-ci, moi je l'aime particulièrement, c'est le cas du projet qu'on peut mener intégralement en mode agile. Donc pour lequel on n'a pas forcément besoin d'avoir des passages jalonnés au-delà des jalons opportunités clôture que j'avais déjà cités. Donc pourquoi ne pas se mettre dans certains projets business directement en mode agile, parce que le contexte s'y prête bien, et construire par exemple un système. Alors ça peut être souvent des projets du tertiaire qui ont une très forte dominante système, où on décommissionne par exemple un système d'information pour le remplacer par un autre système d'information. Pourquoi ne pas faire ça en agile? Après, il y a toujours une question qui se pose, c'est le déploiement d'une solution système dans de multiples entités. Et là, il peut être aussi intéressant, à un moment du projet, de se reposer la question en se disant « et si je faisais un plan pour mon déploiement ?» Parce que j'ai des milliers de personnes à former, que ça s'organise, que ça se planifie, que ça se prépare et que ça se pilote. Donc, on peut imaginer des phases de déploiement qui sont plutôt de type waterfall. Un autre, celui-ci, alors là, j'ai introduit la notion d'exploration. C'est le projet classique waterfall qui subit un événement imprévu qui remet en cause sa faisabilité, voire même son opportunité. Là, aujourd'hui, on a 2 solutions dans le mode waterfall. Soit on arrête, on stoppe, et on sait très bien qu'on sait très mal stopper les projets. Autrement dit, vous savez, on a dépassé 5 millions d'euros, on ne va pas s'arrêter là parce que ces 5 millions ont perdu la poubelle. Donc, on va insister, puis dépenser 10 millions pour, au bout du compte, avoir un outil ou un objet qui ne répond pas parfaitement aux attentes. Donc, ça vaut peut-être le coup de se... ça vaut peut-être le coup de se poser la question et parfois de reprendre du recul, de se dire, tiens, si je prenais une autre méthode d'exploration pour mon projet, on va mettre le sujet en stand-by, on va reconditionner l'équipe, on va se basculer en mode exploration, on aura des GPS. Alors, Jean-Luc citait aussi le terme GPS, qui est un terme qui est utilisé dans les outils type design thinking, etc. Chez nous, ça veut dire pareil, go pivot stop. Donc, je vais explorer plusieurs voies. Si j'en trouve une qui est bonne et prometteuse, je la proposerai à mon copil et on fera un go, et on ira pour 2-3 mois d'après. Si j'en trouve une meilleure, peut-être qui va changer la nature du projet, je pivoterai. Et puis, si vraiment, après une exploration, on s'aperçoit que toutes les portes sont fermées, je célébrerai parce que j'aurai acquis de la connaissance, mais on arrêtera le projet.
Et on peut imaginer dans certains projets waterfall où ça se produit, on refasse une phase d'exploration et si on arrive à trouver une nouvelle piste qui a peut-être plus de valeur ou qui ramène la même valeur mais d'une manière différente, eh bien on peut reconditionner le projet waterfall et reprendre un autre engagement. Enfin, je regarde l'heure, on est bien. Alors voilà maintenant le cas que j'imaginerais de plus en plus voir se déployer dans notre entreprise, c'est une approche un peu graduelle, de plus en plus vers du prédictif. Donc, comme on a quand même beaucoup de projets VUCA, hein, dans notre monde volatile, incertain, complexe, ambigu, je souhaiterais qu'on promeuve de plus en plus les démarrages par l'exploration pendant quelques mois. Encore une fois, hein, c'est une vraie méthode avec des rôles, des comportements attendus qui sont très différents de Waterfall ou de l'Agile. Et progressivement, si on arrive à mettre en évidence un élément, une solution qui doit être construite, un service, une solution, un produit, pourquoi ne pas basculer en Agile et travailler par incrément? Et une fois qu'on a quelque chose de tangible et qu'on ait besoin de déployer, pourquoi pas faire du Waterfall? Enfin, d'ailleurs, vous avez la version Waterfall et puis derrière, le direct pour peut-être le décomposer. Bon, voilà, tout ça, ce ne sont que des stéréotypes. On est en phase continuelle d'apprentissage sur le sujet. C'est loin d'être terminé. C'est aussi applicable à la notion de programme. Un programme, c'est un ensemble de projets qui concourent aux mêmes enjeux. Nous, on dit simplement, ne changez rien au niveau du programme. Vous allez embarquer un certain nombre de projets qui appliqueront une ou plusieurs méthodes. Au niveau du programme, on va avoir principalement une gouvernance avec quelques jalons qu'on maintient toujours obligatoires, opportunité, clôture, vérification des enjeux. Et il y a 2 jalons, un jalon de structuration pour vérifier que tous les projets sont à peu près alignés, et puis un go où les projets sont synchronisés et on sait que maintenant on peut vraiment y aller. Mais bon, ça c'est du détail. Voilà, je passe très vite là-dessus, les takeaways, les jalons obligatoires, j'en ai parlé. En amont de l'opportunité, c'est la responsabilité du sponsor. Là, on se dit, on ne veut pas légiférer pour imposer une méthode. La bonne pratique de faire une WS pour identifier les lots et les méthodes avec la matrice de Stacy. Ça, c'est un point important. Il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Il ne faut pas confronter l'agile et le waterfall. Il faut, en fonction du contexte, sans aucun dogme, choisir ce qui nous semble le plus approprié. Et je vous le disais, les méthodes peuvent s'appliquer de manière séquentielle ou en parallèle si on a plusieurs composantes de nature différente. Voilà, moi j'aime bien le point 8, il faut rendre ça explicite. C'est un bon chef de projet se doit aussi de documenter, d'expliquer clairement ses critères d'entrée-sortie de chacun des méthodes. Et enfin, lors d'un comité de pilotage, le fait de travailler en multiméthode, il ne faut pas porter cette complexité à un comité de pilotage. Un comité de pilotage, c'est la salle à manger, on amène les plats, les résultats, on amène les décisions à prendre, mais le comment on l'a fait, on n'a pas normalement à l'amener. On n'expose pas le détail. Voilà, tout ça pour vous dire, et c'est le mot de la fin, qu'on a construit une formation qu'on ajoute à notre catalogue, une formation multiméthode d'une journée qui va s'adresser à des chefs de projet, alors pas débutants, puisqu'il faut quand même connaître un peu les méthodes. On est en train de réfléchir à ça, mais on pense qu'il faudra au moins 1 an d'expérience en gestion de projet. On ne veut pas l'adresser uniquement à des chefs de projet qui ont 10 ans, parce qu'on va rater tous les chefs de projet qui ne savent pas encore choisir la bonne méthode. Donc on veut élargir, mais pas non plus prendre des grands débutants. Et tout ça repose sur des serious games, où on veut progressivement apprendre à nos chefs de projet à identifier ces méthodes, les combiner et aussi savoir piloter les projets en multiméthode. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc, à vos feedbacks, je vais peut-être regarder d'abord les questions et réponses et après, quelle méthode quand le quoi est connu et le comment inconnu. Alors, ça dépend de ce qu'on veut dire par... alors, le quoi est connu, c'est que j'ai une vision très claire de ce que je veux faire, mais je ne sais pas comment le faire. On est dans la matrice de Stacey, je dirais qu'on est entre le compliqué et le complexe. Donc, pour moi, on serait peut-être un peu plus en agile qu'en waterfall.
Quoique, encore, ça va dépendre encore un petit peu du sujet. Parce qu'en agile, on peut être amené à changer de techno, on peut être amené à rapidement, au bout de quelques semaines, au bout de quelques sprints, à complètement changer d'optique. Et si je reprends un peu la discussion, alors il y a beaucoup de... Je vais remonter un peu. Alors, il y a quelques questions autour de l'IT. Les projets IT ne sont pas toujours liés au développement de produits. Est-ce que Waterfall ou hybride peut s'appliquer? Tu as peut-être déjà répondu, hein, mais je n'ai pas fait trop attention. L'IT, il y a eu une bascule complète en mode agile dans les années 2010, qui était légitime. Mais comme je vous le disais, on s'aperçoit que, par exemple, décommissionner un produit système pour le remplacer par un autre, le business n'est pas prêt à avoir des MVP qui ne recouvrent pas l'intégralité des fonctionnalités qu'ils avaient précédemment. Donc, on est obligé d'attendre 10, 12, 18 mois que le projet, que les MVP soient tous faits pour pouvoir les passer en production. Donc, on peut se poser la question si ce n'était pas plutôt du waterfall qu'il fallait faire dans ce cas-là. Bon. Donc, c'est une question qui se pose. Pareil, on peut avoir des projets de déploiement d'infrastructures dans le monde de l'IT où le waterfall est peut-être plus approprié que l'agile. Donc, le one size doesn't fit all, c'est ça mon propos. Et attention au dogme où on se dit on fait de l'IT, donc on est tous en agile. Oui, c'est la remarque. Tous les projets IT ne sont pas en développement de produits. Je citais le cas d'une nouvelle infrastructure, par exemple. Pour des projets de transformation organisation, est-ce qu'on peut appliquer ces méthodes? Pour moi, oui. On a, de toute façon, on a beaucoup de projets qui portent une dimension transformative, donc évolution d'un processus. Alors, on a des méthodes d'exploitation, plutôt dans le monde de l'exploitation de type DMAIC, Lean, etc., qui sont tout à fait légitimes. Et parfois, quand on a des grosses transformations, se mettre en mode projet, c'est important. Peut-être qu'il faut commencer par explorer, parce qu'on ne sait pas bien réellement ce qu'on veut transformer. On n'a pas encore une idée très claire. Donc, ça vaut le coup d'aller prendre un peu de temps, de faire entre guillemets de la recherche, de l'exploration au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Et puis, une fois qu'on a exploré, qu'on a une voie qui commence à s'ouvrir, à voir si un agile ou un plan, où on est capable de faire un plan, ou est-ce qu'il faut plutôt partir sur un mode agile. Alors, le matériel, oui, sera partagé, si j'ai bien compris. Délégation financière d'engagement ou les délégations de planning et risque sont-elles différentes suivant les modes projet chez Michelin? Alors, je ne suis pas sûr de parfaitement comprendre la question. Alors, délégation financière d'engagement. Alors, oui, effectivement, aujourd'hui, dans une méthode waterfall, si vous voulez, en termes de l'aspect financier, c'est à peu près au niveau du jalon 1, c'est-à-dire on a fini la faisabilité, maintenant on va démarrer dans une solution et on va construire la solution. C'est là où les choses changent en termes de financier. On va basculer en mode investissement, en mode amortissable. Okay. En mode agile, c'est plus compliqué. J'avoue que c'est un travail qui nous reste à clarifier. On a des lignes guides, des pratiques, mais dans le cas du multiméthode, comment on fait? Je pense qu'en exploration, de toute façon, on n'est pas dans de l'amortissable. Dans de l'agile, on est probablement un mix parce qu'il y a bien un moment donné, on commence à avoir quelque chose de tangible. Dans le waterfall, je vous le disais, on est plutôt au niveau du jalon 1. Philippe Fischer, mon collègue, a répondu très bien 10 points au niveau de CAPEX. OK, c'est ça. OK. Qui valide le mode projet à appliquer et les jalons? Alors, le mode projet, la méthode projet, c'est de la responsabilité du chef de projet. On est sur le comment. Donc, bien sûr, on peut en parler à son sponsor. On peut lui expliquer qu'on recommande de faire une exploration et qu'on va peut-être tous se former à l'exploration parce que, franchement, faire un plan, c'est vraiment prématuré. Mais c'est quand même une responsabilité du chef de projet à qui on confie la mission de réaliser le projet. Et les jalons, alors jalons, donc on a ce cycle décisionnel avec un comité de pilotage, avec un sponsor qui est présent et plutôt des hiérarchiques des ressources pour traiter les problèmes. Finalement, le jalonnement aujourd'hui, je vous le dis, on veut le rendre systématique sur l'opportunité, la clôture et les enjeux.
Certaines méthodes peuvent porter des jalons qu'on appliquera de manière obligatoire. C'est le cas du waterfall. Ça marche bien. On ne va pas casser quelque chose qui marche bien. Donc, le jalon de faisabilité et le jalon d'étude détaillée, on le garde. Le reste des jalons, c'est à discrétion du chef de projet qui a besoin de remonter auprès de son comité de pilotage. Alors, pourcentage de succès différents en fonction des 4 méthodes, il est encore un peu trop tôt pour le dire. Ce qu'on sait, c'est que les projets qui réussissent bien, qui ont démarré dans un contexte incertain sur le quoi et le comment, s'ils ont fait une exploration, ils ont toutes les chances ils ont bien de meilleures chances de réussir. Je peux vous donner plein, par contre, d'exemples de projets qui ont démarré en waterfall. J'avais encore, il y a 15 jours, un chef de projet qui m'expliquait que, faute de ne pas avoir fait d'exploration, son projet waterfall a été arrêté après signature d'un contrat, ce qui pose quand même pas mal de difficultés derrière. Donc, on ne sait pas forcément encore mesurer le succès. Par contre, on sait mesurer le non-succès quand on n'a pas appliqué les bonnes méthodes. GPS, donc Go Pilot Stop. Ouais, je vois qu'il y avait la réponse. Tac, et j'essaie d'aller en bas. Ben voilà, je pense que c'était quasiment les mêmes questions. Alors, il y a une QR qui vient juste de se rajouter. Ah. Avez-vous pensé à organiser du mentorat entre chefs de projet dans l'application multiméthode? Alors aujourd'hui, on veut commencer à essaimer. Donc, pour être très honnête, on n'a eu que 2 sessions de formation de nos chefs de projet. Et celle de hier, d'ailleurs, où on a demandé un Net Promoter Score à nos 12 participants, il a été de 100, notre Net Promoter Score. Donc, il y avait un vrai besoin de nos chefs de projet. On espère que progressivement, nos chefs de projet vont essaimer ça naturellement. En termes de mentorat, on mise beaucoup aussi sur le programme de recertification au PMP qu'on a mis en place. Il y a des très bonnes choses, très intéressantes qui ont été dites précédemment. Le PMP a évolué très favorablement ces dernières années. C'est ouvert à l'agilité largement, à l'hybridation. C'est ouvert aussi au lean. Prend en compte la partie people. Donc, on pense que c'est à travers ce programme-là qui nécessite ensuite de maintenir la certification par des points. Et pour obtenir des points, vous le savez comme moi, qu'il faut aussi coacher ses pairs. Donc, c'est par là qu'on va remettre en place des programmes de mentorat. Et il y a une autre question à la côté de laquelle on est passé. C'est Maya qui l'a redéplacée dans le chat. Avez-vous des supports, lecture vidéo, etc. à nous conseiller pour en savoir plus sur la méthode d'exploration et directe? Alors, c'est des méthodes qui sont spécifiques Michelin. Donc, en fait, la méthode directe, c'est quelque chose qui a été construit dans l'entreprise et par l'entreprise. Mais retenez de manière très simple que finalement, ce qui change fondamentalement, c'est 2 jalons au lieu de 4. Donc, un jalon de démarrage d'opportunité, encore une fois obligatoire, sur lequel on va vérifier s'il y a réellement une éligibilité à la directe. Donc là, il y a un certain nombre de questions qui sont posées, qu'on doit cocher favorablement pour pouvoir dire oui, c'est du direct. Sinon, on repartira faire du waterfall ou de l'agile. Et puis, le jalon de fin. Donc, il n'y a rien de, comment dire, c'est pas science rocket. Sur la partie exploration, c'est une méthode qui est issue, en fait, qui fait un peu une synthèse de ce que vous avez vu avec Jean-Luc Favreau. Donc, on a repris des éléments du design thinking, du lean startup, et on en a fait une méthode qui s'inspire d'un livre que je pourrais vous recommander qui s'appelle Le Radeau des Cimes. Je pense que d'ailleurs, le partenaire qui nous a amené ça en 2015 s'est fortement inspiré, et d'ailleurs le revendique, de cette expérience Radeau des Cimes. Vous savez, c'est l'exploration de la canopée dans les forêts amazoniennes et africaines, où une équipe de scientifiques a eu l'intuition qu'il y avait des choses très intéressantes sur le sommet de la canopée, en particulier d'un point de vue médicinal, en termes de plantes médicinales. Et pour ça, successivement, en force d'explorer,
ils ont construit un radeau, une structure gonflable qui est déplacée par dirigeable et posée sur la canopée. Et quand vous lisez ce livre, vous avez toute la genèse de ce que c'est qu'une exploration, les différents rôles qu'il faut tenir. Donc, il y a un chef d'expédition, il y a quelqu'un qui joue un rôle miroir, il y a les rôles et les comportements des sponsors qui sont très spécifiques et nous, on les a documentés. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est un petit peu dans le bon sens du terme, un rassemblement de bonnes pratiques autour du design thinking, du lean startup, de ces différents outils. On en a fait une méthode parce que on voulait le déployer à une grande échelle, en tout cas au niveau de la R&D. C'est plutôt réussi d'ailleurs au niveau de la R&D. Voilà, y a-t-il une dernière question? Alors, il y en a une dans le chat. Je ne sais pas si tu ne sauras vraiment y répondre. Quelle est la place de la méthode ADK dans nos démarches projet? Est-elle intégrée dans les formations pour les chefs de projet? Alors Yola, elle est Michelin, hein, donc adéquat, c'est une méthode de résolution de problème. Pareil, D'accord. méthode spécifique Michelin. C'est une grosse artillerie avec plusieurs piliers. Un pilier d'aide à la prise de décision, un pilier d'élaboration de plan d'action. Donc voilà, là aussi, c'est un copyright. Je crois que c'était une société avec qui on a établi un partenariat et on a dû racheter la méthode au bout du bout. Et en fait, je vais reprendre ce que disait Jean-Luc, parce que moi j'ai adoré ce qu'il a dit ce matin. Finalement, dans son plaid, il a bien mis une partie exploration et il a parlé du design thinking et du lean startup. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. On a une méthode d'exploration et en fonction du type, de la nature d'exploration qu'on est en train de faire, on va activer des outils. Donc, des outils design thinking, des outils startup. La méthode adéquate, c'est une méthode de résolution de problème. Si quand je suis en train d'explorer, je me rends compte qu'en fait, il y a un problème à résoudre, ben peut-être que c'est la boîte à outils résolution de problème que je vais aller voir. Et dans cette boîte à outils résolution de problème, chez Michelin, on a peut-être une dizaine d'outils de résolution de problème qui vont du plus simple jusqu'au plus complet qui est la méthode adéquate. Donc, elle a sa place dans notre démarche projet comme un outil à activer à un moment donné par un chef de projet et son équipe pour traiter un point particulier avec un problème, une décision à prendre. Mais Voilà. super, merci. Bon, on a atteint la fin du temps imparti. Donc, si tu as un mot de la fin, peut-être. Que vous dire moi, je pense que cette vision multiméthode, elle est très prometteuse. Encore une fois, hier, donc la veille du PIAF, j'ai passé une journée avec un groupe de 12 chefs de projet. Il y avait du monde de l'IT, 3-4 personnes. Il y avait des gens de la RDI, donc un chef de projet expérimenté, très habitué à faire des gammes de nouveaux pneus. Il y avait des personnes de l'industrie. Et on avait des gens du tertiaire, donc des ingénieurs processus, order to cash et supply chain. Pendant une journée, ces gens-là ont joué ensemble, ont réappris les méthodes, ont échangé. Ça a été extrêmement riche parce qu'il faut décloisonner la gestion de projet au sein des entreprises et faire collaborer des gens du tertiaire avec des gens de la RDI, de l'industrie sur le projet. Et ce multiméthode permet cet échange, permet cette ouverture de chakra. Et c'est vraiment un état d'esprit que le chef de projet doit avoir au démarrage, au-delà de l'application stricto sensus de bonnes pratiques ou de process. Donc voilà, mon mot de la fin, c'est nous, on y croit, on va continuer à déployer ça de manière la plus large possible. Et puis, on reviendra vous voir au PIAF pour vous amener peut-être des stats de projets qui réussissent encore plus. Hein. PMI dit 73% de projets réussis. Nous, on vise plus dans les années qui viennent. Mais super, merci beaucoup. Merci Merci Philippe à pour ce vous. partage. Merci à tous les participants. On va vous laisser vaquer à vos occupations, profiter peut-être de la pause déjeuner, profiter des activités intermédiaires proposées sur le PIAF. Et puis, on compte sur vous pour la suite en vous souhaitant une bonne journée. Merci à tout le monde. Et n'oubliez pas de visiter le stand Michelin. Ah oui, n'oubliez pas le stand Michelin.